Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus, toujours dans notre chronique Esprit Libre, comme une fois par semaine, voilà, on échange avec quelqu'un qui est un penseur, qui n'a pas souvent la parole dans les médias traditionnels, où on essaie de réfléchir en sortant des carcans. Donc voilà, encore une fois, si vous préférez penser dans le dogme, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos, ça va pas vous plaire, là ici on essaie de penser autrement. On est toujours avec Nicolas Morand, qui est avec nous, si vous voulez voir les dernières chroniques, on en a fait d'autres, des Esprits Libres, il y en a plusieurs, vous pouvez aller sur la playlist. Nicolas Morand, fini la petite présentation, on rentre direct dans le sujet. Aujourd'hui, on voulait parler de l'identité, de l'ego, et pourquoi c'est aussi important pour toi dans ce qu'on vit au quotidien. Comment est-ce que l'ego finalement nous perturbe ou des fois nous divertit, nous dévie de peut-être du vrai problème? Ouais, en fait, ça c'est. Et quel est le problème? Et quel est le problème? En fait, ça c'est la question le sujet qui me touche le plus en fait. Prends le temps, on a le temps. Bon, déjà, l'ego, qu'est-ce que c'est? On peut partir là-dessus. Parce qu'en fait, de mon point de vue, il y a pas beaucoup de monde qui sait en fait ce que c'est que l'ego. En réalité, j'ai remarqué que souvent, quand les gens disent bon, celui-là il a beaucoup d'ego, ils entendent par là que c'est quelqu'un qui a le melon, qui s'aime, on dit. Qui s'aime un peu trop, quoi. Ouais, c'est-à-dire voilà, ouais. qui est prétentieux, qui se prend pour quelqu'un d'important. Enfin voilà. Et en fait, disons que ça peut être un des symptômes de l'ego. De se croire plus que ce qu'on est, c'est vrai, mais en fait c'est pas ça l'ego. L'ego c'est pas une attitude, c'est pas quelque chose qu'on fait. L'ego c'est une idée, c'est simplement une idée l'ego. Alors quelle idée? C'est une idée erronée déjà, c'est une idée, c'est une erreur. Cette idée c'est quoi? C'est l'idée de notre identité. C'est-à-dire, c'est quoi l'identité en fait? Je ne parle pas de l'identité évidemment administrative, prénom, nom. Non, je parle de l'identité profonde, c'est-à-dire l'être. Qui suis-je? Qui suis-je en tant qu'individu? C'est ça mon individu, mon identité. C'est quand je peux répondre à cette question, qui suis-je? Au-delà de mon nom, au-delà de références superficielles qui ne définissent pas vraiment ce que je suis, en fait. Je pourrais avoir un autre nom. Je peux avoir d'autres vêtements. Je peux avoir un autre corps. On peut me couper un doigt. Est-ce que ça change mon identité? Si on me coupe le petit doigt, est-ce que je suis un peu moins moi? Non, on a toujours la sensation d'être soi. Hein. Donc, notre identité, déjà, c'est pas notre corps. C'est quelque chose qui va au-delà du corps. Alors, si on enquête... Si on pousse l'enquête, on dit ok, je ne suis pas mon corps parce que si effectivement, si je perds un membre, mais j'ai quand même toujours la sensation d'être moi. Hein. Donc c'est pas ça, je ne suis pas mon corps. Mais alors je suis quoi? Les pensées, c'est pareil, c'est comme des vêtements. C'est-à-dire que je peux avoir un certain type de pensée pendant une certaine période de ma vie, et puis mes pensées évoluent. Parce que peut-être aussi je lis des philosophes ou parce que je mature, donc mes pensées évoluent. Oui, donc je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas collé à mes pensées. Il y a des pensées qui se produisent, mais je suis pas. Pareil pour les émotions. Je peux avoir de la colère à un moment donné, mais je ne suis pas la colère. On peut pas dire lui c'est colère. Non, voilà, tu vois. C'est un personnage de vice versa. Oui, c'est vrai. Très très intéressant d'ailleurs cette animation pour comprendre les émotions. Donc si je suis pas une pensée, si je ne suis pas une émotion, je suis quoi? On continue à enquêter. Je ne suis pas non plus mes intuitions parce que voilà, ça change. Tout ça change, ça apparaît, puis ça disparaît. Mais par contre, la sensation d'être moi, elle persiste. Elle persiste dans le temps. Mais donc c'est
quoi ce fameux truc que j'appelle moi? Est-ce que je peux concrètement le montrer? Est-ce que tu peux me montrer ton moi là? Est-ce que tu pourrais me le mettre là au creux de mes mains? Je tends mes mains, je le mets là. Est-ce que tu peux me déposer ton moi ici? Non, quoi, tu vois? Tu peux me partager des pensées, des émotions, des intuitions, qui passent comme ça, mais c'est pas toi. Donc là, quand tu me dis ça, je vais me dire, ok, on peut pas être déposé dans la main, mais en tout cas, tu as Romain, le journaliste, qui est en face. oui, mais journaliste, c'est pas ton identité. Pas du tout. Oui. Là, au moment où les gens regardent la vidéo, ils se disent, c'est le journaliste qui est en face. Oui, mais c'est pas ton identité, non, c'est pas ton moi. Effectivement, ton moi fait se résumer à... ton moi fait l'expérience de pratiquer le journalisme. Il agit comme un journaliste. Il va avoir des pensées de journaliste. Mais il fait ce qu'on pense qu'un journaliste devrait faire. Oui, mais si admettons que du jour au lendemain, tu t'arrêtes, tu fais plus journaliste et tu fais, je sais pas moi, philosophe ou je sais pas. Admettons, tu deviens philosophe et tu arrêtes le journalisme. Tu deviens philosophe. Est-ce que tu n'es plus Romain? Est-ce que ton identité n'est plus la même? Est-ce que tu as changé d'identité? Non, tu es toujours toi. Alors oui, tu fais une autre expérience. Ça, c'est vrai. L'expérience du moi, elle change. Donc, tu vas faire l'expérience d'autres pensées éphémères, je rappelle. Elles passent. Tu vas faire l'expérience d'autres émotions, etc. D'autres sensations physiques. Ton corps change. Mais est-ce que tu as l'impression que ton identité n'est plus la même? Tu dis toujours, bah non, c'est moi. Bah, depuis que tu as 3 ans, tu as beaucoup changé quand même. Tu n'as plus la même taille. Et pourtant, c'est toujours toi. Tu dirais pas que tu n'es plus le même. Tu peux dire que tu n'es plus le même au niveau de tes habits de peau, tu vois. Tes habits de pensée. Tout ce qui habille ton moi. Oui, ça change. Mais le cœur de ton identité, le noyau de ton identité, lui, tu as la sensation qu'il est le même depuis le début, qu'il persiste. Mais c'est quoi, ce fameux noyau? Il est fait de quoi? C'est ça la question. Et c'est là où je veux en venir par rapport à l'ego, c'est que l'ego, c'est en fait une idée de ce que c'est ce fameux moi dont je parle là. L'ego se dit, ce moi, c'est un truc. Donc déjà, il n'est pas trop capable de dire ce que c'est. C'est un truc. Une sorte d'entité. Alors, il ne peut pas la montrer. Il ne peut pas dire, voilà, ça a cette forme. Mais globalement, il dit, si c'est une entité, c'est un truc qui reste le même, et c'est une entité solide, qui persiste à travers le temps. Alors, il y a des trucs qui s'ajoutent à ce truc. Il y a des trucs qui sont retirés à ce truc. Mais globalement, voilà, j'aime telle musique, je suis de tel parti politique, voilà, et ça définit mon moi. C'est-à-dire que l'ego, il confond l'habit qui est sur le moi, le véritable moi, avec le véritable moi. Il confond, pour lui, l'habit fait le moine. C'est mes pensées, c'est moi, mes émotions, c'est moi, mon corps, c'est moi, mes opinions politiques, c'est moi. Et quand la vie menace de lui retirer ce qu'il pense être lui, de lui retirer ses préférences, de lui retirer... il se sent menacé au niveau de son identité, au niveau de son moi. Si on me retire ça, c'est comme si on me mettait à mort, en fait. Donc,
L'ego, c'est une idée erronée sur la nature de son moi, parce que le moi, en réalité, n'est pas un truc solide qui persiste à travers le temps. C'est pas ça la nature du moi. Alors, c'est tout un sujet que de... Oui, c'est passionnant. Mais alors, du coup, pour le relier à ce qu'on connaît, nous, parce que l'ego, effectivement, ça peut nous... on n'y pense pas au quotidien. Non. Donc alors, est-ce que souvent on dit, bon bah voilà, quand on va se créer beaucoup d'émotions, ou alors on va être trop susceptible dans le travail, ou situation politique, comment est-ce qu'on peut relier tout ce que tu viens de nous dire là par rapport à ce qu'on vit nous au quotidien? Moi je dis souvent, effectivement, les problèmes d'identité, c'est ça qui nous empêche de débattre, parce que des fois les gens vont se mettre en colère face à certains faits, donc les faits de la vérité, donc, tu vas leur donner un fait, mais ça va agresser leur identité. C'est les gens fonctionnent beaucoup par identité, leur communauté religieuse, leur communauté politique. Oui. Très bonne question. En réalité, ça impacte tout le monde, tout le temps, toute la journée. C'est pas seulement dans un débat politique où on va sentir que le débat des idées, c'est carrément une question de vie ou de mort de son moi. Si j'ai raison, alors je survis. Et si l'autre a tort, il est mort. Non, c'est carrément tout au long de la journée, cette idée que notre être, que notre identité, c'est une sorte de monolithe persistant à travers le temps. Étant donné que c'est une idée fausse, parce que c'est pas la vraie nature du moi, ça crée une situation où on est déconnecté de la réalité en permanence. On cherche tous à survivre, on cherche tous à vivre, on cherche tous à se conserver à travers le temps, à se conserver aussi en procréant, en ayant des enfants. On veut la persistance à travers le temps. On cherche l'éternité. Soit à travers la prolongation de notre organisme vivant, soit à travers l'héritage qu'on peut transmettre à nos enfants, à nos descendants. Mais on cherche à la continuité. Donc, c'est une question de vie ou de mort pour nous, de pouvoir, littéralement, de pouvoir se conserver à travers le temps. Si je crois que ce que je suis, c'est cette espèce de monolithe-là, une sorte de conglomérat que j'ai construit avec des préjugés sur ce que je suis. Tout événement dans le monde extérieur, toute intervention de l'autre qui menace cette idée, qui menace ce faux moi, je l'appelle le faux moi. Et il n'existe pas, ce faux moi. C'est une idée de moi. Mais pour la personne, il existe réellement. Elle y croit, mais c'est une imagination. Donc, mais par contre, cette imagination, elle est hyper puissante, parce que comme elle pense que c'est elle, si cette imagination-là est remise en question, c'est comme si elle-même était remise en question, et c'est comme si on voulait la tuer. Et c'est vécu comme tel. Ça donne une sorte de paranoïa, qui fait que quand quelqu'un vient nous dire tu pourrais... tu vois ce que tu as fait, ce rapport que tu as rédigé, ça pourrait être mieux. Tu vois, tu aurais dû faire ça, ça et ça. Si dans sa structure égotique, la personne s'est construit l'idée que son moi était déficient, inférieur aux autres, tu vois, par exemple un complexe d'infériorité, par exemple. L'autre vient lui dire « tu pourrais faire mieux dans ton rapport », ça vient toucher directement son identité. Ah oui, moi qui ne fais pas les choses assez bien, et on vient encore me le dire, et ça vient appuyer sur la blessure de ce moi fictif, et qui donc va réagir, au lieu de prendre la critique comme quelque chose de constructif. Ah oui, ça pourrait être mieux, intéressant. J'aime progresser. ta critique, bien, amène le maximum de critiques. Non, là ça va être, elle va se défendre, mais non, mais c'est très bien. Elle va pas chercher l'objectivité, elle va chercher à protéger son moi, qui a déjà reçu des coups, tu vois, des critiques, c'est-à-dire, elle essaie de redorer son blason, elle essaie de conserver son moi.
Mon moi doit être protégé des attaques, des critiques des autres. Au lieu d'entendre voilà comment tu peux t'améliorer, tu vas entendre voilà ce que tu as mal fait. Voilà ce que tu as mal fait, et t'entends derrière, voilà ce que tu as mal fait, t'entends, tu ne mérites pas d'exister. Oh et oui, ça va loin. Ça attaque directement cette idée du moi. Et donc tu te mets à défendre, et ça c'est la réaction égotique, tu te mets à montrer les dents, dire ne viens pas critiquer ce que je suis en train de... Alors on peut trouver plein de stratégies de survie. L'ego, c'est un surdoué des stratégies d'échappatoire. De défense, d'attaque, de camouflage. Wow. C'est Crocodile Dundee, tu sais, le couteau entre les dents, et il lâchera jamais rien, que ce soit par des techniques de victimisation, tu te places en victime parce qu'il y a des avantages à se placer en victime, ou que tu te places en bourreau parce qu'il y a des avantages à prendre le pouvoir sur les autres, ou que tu te camoufles parce qu'il y a des avantages à passer inaperçu, tu vois. Mais il y a plein de stratégies. Wow. Et à ce moment-là, l'ego va sortir sa stratégie la plus éprouvée, celle qui fonctionne bien, et il va peut-être tenter de culpabiliser l'autre, tu vois, tu es trop critique, et finalement, l'occasion de grandir, l'occasion d'avoir un échange plein d'amour avec l'autre, de le remercier chaleureusement pour sa critique, tu vois, on sera passé à côté parce qu'on aura été occupé à défendre l'idée qu'on se fait de soi. Et voilà. Donc l'ego, en fait, il est là tout le temps. Dès qu'il y a une relation humaine, tu vas avoir l'ego qui va se montrer, parce que le plus grand problème pour l'être humain, c'est pas qu'ils doivent se battre contre un ours dans la forêt aujourd'hui. C'est les autres êtres humains. La complexité des relations sociales, c'est ça qui crée la névrose. C'est ça qui est le plus compliqué. Il y a tellement de masques, il y a tellement de faux semblants, et tout ça, tous ces comportements humains sont liés. Tout ça, ça vient du fait que on a une fausse idée de soi et qu'on défend bec et ongle cette idée parce qu'on croit que c'est nous. On croit que c'est notre véritable identité. Mais les gens deviennent schizophrènes, puisque aujourd'hui, par exemple, c'est impossible de penser que les gens pensent tout le temps, si on en revient, moi je fais beaucoup de social et de politique, c'est impossible de penser que des personnes qui sont dans des partis de gauche pensent tous de la même manière, sur tous les sujets, qu'ils soient économiques ou sociaux. Pareil pour la droite. Ça, on pense comme le parti. Moi, il y a des députés, notamment européens, qui m'ont dit dans le passé, je ne dirai pas les noms, je n'ai jamais dit les noms, mais qui m'ont dit « Ah, je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas dire ça, sinon le parti me tire les oreilles. » Et donc, tu vis dans une schizophrénie constante, et c'est intéressant. Donc, en fait, on est dans une société où les gens s'oublient pour être aussi d'accord et conformes à leur communauté. C'est intéressant que tu rapportes ça. Tout comme pour moi, les gens, des fois, me disent « Le journaliste doit être comme ça, etc. » C'est intéressant que tu rapportes ça à des cas concrets dans le monde extérieur, parce que pour moi, ça n'est que le reflet d'un problème intérieur. Quand tu te conformes à une autorité, on revient sur la question de l'autorité. T'as un parti qu'on a évoqué dans d'autres chroniques avant. Voilà. Tu fais partie t'es dans un parti politique et tu as une part de pouvoir dans ce parti. Mais tu n'es pas celui qui a le grand pouvoir. Tu vois, il y a le chef. Et donc, il y a des enjeux. Si tu t'opposes à la doxa, tu risques de perdre le pouvoir qu'on t'a octroyé. Ton pouvoir a été conditionné. On veut bien te donner du pouvoir au sein du parti, mais à condition que tu te conformes aux lignes directrices du parti. Mais ça, c'est exactement ce qu'on fait avec cette question de fausse identité. Cette fausse identité, ça va être une sorte de dictateur et qui va imposer à l'organisme lui-même et aux autres de dire il ne faut pas sortir de cette idée, de ce moi, avec tout ce qu'il a pris pour le définir. Il a pris des choses qui étaient éphémères et qui étaient de passage pour le définir, et il faut que tout le monde soit d'accord que en fait, Nicolas, en fait, c'est ce moi. Tout doit venir le confirmer.
Et de façon inconsciente aussi. La personne qui a un complexe d'infériorité, elle va se comporter d'une telle manière qu'elle va attirer à elle des critiques, qu'elle va attirer un maso attire un sadique. Dans sa réalité, il va animalement, si tu veux, il va appeler ça. Quand tu sais, quand on a peur, qu'on passe près d'un chien, le chien sent qu'on a peur. Et il peut se mettre à aboyer ou chercher à mordre. C'est animal, on sent. Et de la même manière, quand on est convaincu de quelque chose en soi, on a tendance à attirer à soi dans sa vie ce qui va venir confirmer, c'est le biais de confirmation, mais inconscient, c'est-à-dire qu'on a des attitudes, on a un langage qui, à l'insu de notre propre conscience, va entraîner des situations ou des circonstances qui viennent confirmer ce qu'on croit. Mais on s'en rend même pas compte qu'on fait ça. Et donc, qui partent de notre ego, qui nous donne une image de nous-mêmes, et on va se conformer à ça, oui. Et ensuite, si on pense des choses... Donc, si notre ego pense des choses négatives de nous, on va les attirer à nous. Oui. Si on pense qu'on n'est pas assez bien, on va attirer à nous des gens qui vont nous ramener à cette confirmation qu'on n'est pas assez bien. Oui, exactement. Et donc, l'inverse marche aussi, j'imagine. C'est à la fois, si on reprend... Est-ce qu'on peut reprendre notre ego de manière positive et lui dire, écoute, sans avoir, on parlait des gens qui s'aiment, entre guillemets, souvent c'est pas un problème d'avoir confiance en soi, c'est pas un problème de s'aimer, le problème c'est quand on s'aime et qu'on est contre les autres ou qu'on pense une bonne opinion de nous-mêmes et une très mauvaise des autres. Je pense qu'on peut s'aimer et aimer les autres. Alors déjà, c'est pas possible de réellement s'aimer et de ne pas aimer les autres. Ah oui, voilà. Oui, okay. Pourquoi ? Ah oui, voilà. Pourquoi ? Oui, souvent, si on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres. Enfin, si on n'aime pas les autres, on ne s'aime pas soi. C'est ça que tu dis. Si on n'aime pas les autres, on ne s'aime pas soi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et si on ne s'aime pas soi, on n'aime pas les autres. C'est dur de raisonner par la négative. C'est des deux côtés. On ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer les autres. On n'aime pas les autres, on ne peut pas s'aimer soi. Pourquoi ? On va finir là-dessus. Ouais, parce qu'il y a une différence entre aimer ce petit moi fictif qui n'existe pas, c'est une idée, hein. On se fait une idée de soi. Si on aime cette idée de soi, Nicolas qui est comme ci, qui est comme ça, c'est ça qui le définit, etc. Ça, c'est du narcissisme dans le mauvais sens, c'est le mauvais narcissisme, c'est-à-dire qu'on aime une idée illusoire de soi qui n'existe pas. C'est un délire imaginaire, mais qu'on ne prend pas comme de l'imagination. Pour soi, c'est la réalité. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Dans la réalité. C'est un fantasme qu'on prend pour la réalité. Oui, et ce fantasme est tellement puissant qu'il nous fait halluciner. On entend, on voit notre fantasme, donc on a toujours le biais de confirmation. Je sais bien quand même. Et de toute façon, j'ai la confirmation tout le temps. Mais non, mais c'est ton fantasme qui amène cette fausse confirmation. Ton idée de toi est confirmée, mais par une sorte d'ensorcellement. Tu t'es ensorcelé par cette idée, et donc tu ne fais que la voir confirmée, mais c'est des lunettes que tu as, c'est des lunettes fumées. Tu ne vois pas la vie telle qu'elle est. Donc, par contre, ça c'est le mauvais narcissisme, où tu aimes une image de toi. Mais quand tu découvres le vrai toi, ça, c'est le bon narcissisme. Et tu te rends compte que... Et ça, c'est un mystère. Ta véritable identité, c'est quelque chose de profondément mystérieux. Donc, quand tu rencontres ta véritable identité, bien que ce soit profondément mystérieux, tu la reconnais. Cette idée, cette fausse idée, s'évanouit comme, je sais pas moi, comme de la vapeur, comme neige au soleil, ça a fondu, ça a disparu. Cette fausse idée a disparu, révélant l'évidence de ta vraie identité. Et cette vraie identité-là, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Elle est chez moi, mais elle est chez toi aussi, et elle est chez tout le monde.
Donc, lorsque tu rencontres ta véritable identité, et tu rencontres l'amour et tu rencontres l'autre. Parce qu'il est ça, lui aussi. Même si il a un ego et qu'il a cette fausse idée de lui-même, c'est pas parce qu'il a cette fausse idée de lui-même qu'il n'est pas lui, que sa véritable nature n'est pas présente. Elle est présente même s'il ne la reconnaît pas. Même s'il a un fantasme qui l'ensorcelle. Et donc tu ne peux que aimer les autres quand tu te rencontres toi et que tu t'aimes, que tu aimes cette véritable nature. Tu ne peux que l'aimer parce que cette véritable nature, c'est l'amour lui-même. Tu rencontres l'amour quand tu trouves ta véritable identité. Tu rencontres quoi ? Tu rencontres l'amour. Donc tu ne peux pas ne pas l'aimer. Et comme l'autre, c'est ce qu'il est aussi, tu ne peux pas ne pas aimer l'autre. C'est passionnant. Est-ce qu'on a conclu sur l'ego ? Oui. Pour une première partie, il faudrait des discussions de 2 heures, mais on peut pas. Les gens n'ont pas le temps de tout regarder. Donc déjà, si on vous a donné des pistes pour réfléchir, c'est déjà bien. Et effectivement, en fait, j'étais en train de me dire, même quand on parle comme ça, juste en fait, au-delà de l'ego, même dans la manière de s'adresser à l'autre, en fait, si non seulement on mettait notre ego de côté, mais qu'en plus on parlait calmement, on pourrait peut-être faire des débats beaucoup plus productifs. Tu penses même pas, non ? On peut mettre son ego de côté. J'aurais pas dit mettre son ego de... Oui, c'était pas... Mais je voulais plus dire... Oui, mais t'as raison. Je voudrais juste le reformuler. C'est pas que c'est non à ce que tu dis, c'est juste une reformulation. Ah oui, je pense pas que j'avais la bonne formulation. C'était vraiment... Ce que je voulais dire, c'est effectivement si on abordait notre ego différemment et qu'en même temps Là, c'est un ton différent des débats de ce qu'on peut voir, que ce soit à la télé ou en famille. Si effectivement on se parlait comme ça, c'était ce que je voulais dire. Ça ira. Tu as fait de me reprendre pour pas que j'ai les mauvais termes. C'est notre conclusion. Très bien. Avec grand plaisir. Effectivement, on peut. Justement, c'est des voies d'amélioration et pas de Romain mal fait. Non, je remettais une pièce dans la machine là, mais c'est très bien. Ça se termine très bien. C'est le bon moment pour. On espère que ça vous a fait réfléchir. On a d'autres chroniques avec Nicolas Morand. Sinon, Esprit Libre, il y a déjà plein d'autres, une quinzaine ou une vingtaine d'épisodes qui ont déjà été diffusés. Donc, n'hésitez pas à regarder toute la playlist si vous voulez voir d'autres épisodes. Merci d'être avec nous. Tous les travaux de Nicolas sont dans la description sur YouTube et dans les commentaires. Nexus, le magazine, est en kiosque et partagez la vidéo. Si vous êtes encore là, ça vous a probablement plu, donc n'hésitez pas à la partager à vos proches. Nous, ça nous aide beaucoup. Merci. À bientôt. Salut Nicolas. Merci. À bientôt.